Comme vous pouvez le voir, j'étais très inspiré pour le titre. Attends, mais moi j'ai retiré mon masque parce que c'est ultra pète couille pour parler. Bon, tout le monde m'entend? Ouais, en plus ça passe bien. C'est vraiment bien ce micro. Bref, ok. On va un peu accélérer le mouvement pour l'intro. Donc grosso modo, j'aimerais bien vous présenter un framework, une manière de développer des apps pour GSM. Et développer des apps pour GSM, ça a toujours été relativement pourri comme manière de faire. Histoire de rester bien dans les talks bien négatives et des serveurs en feu, des brasseries qui envoient de la merde sur des bases de données, etc. Le développement mobile, par contre, lui, soyons optimistes, est devenu significativement meilleur il y a quelques temps, grâce à ça. Et donc, bon, en gros, ça, c'est la liste des grosses features que Flutter, qui est un framework pour faire des apps pour smartphone, promet. On peut faire un peu la liste. Ça, c'est le pitch commercial. On va vite passer ça. Donc, ouais, c'est un framework relativement jeune. C'est développé par Google. C'est développé sur un langage aussi un peu moins jeune, mais tout aussi nouveau, qui s'appelle Dart. Il a plein de features super cool pour faire du développement de genre hot reload. Le rendering est super rapide, etc. Ils sont super fans de performance. C'est cross-platform, ça fonctionne et sur iPhone et sur Android. C'est très très facile de faire des animations. Et en fait, c'est vachement sympa parce que les animations, ça donne un look vraiment très différent à une app GSM. Et en plus, c'est open source. Bref, ok. Ça, c'est l'objectif de ce truc. D'un point de vue développement smartphone, histoire de repartir de où est-ce qu'on vient. Vous connaissez tous ce cas. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est Steve Jobs, qui annonce gentiment en 2007 qu'ils sont à l'aube d'une révolution disruptive. Il faut savoir en fait que sur tous les premiers iPhones, il n'y avait pas le concept d'app. Ils avaient pensé faire en sorte que les développeurs tierces puissent fabriquer des apps mais sur du HTML un peu, etc. Et que c'est Apple qui allait fournir l'entièreté des apps qu'il faudrait sur un iPhone. Le backslash de la communauté de développeurs a été trash, ce qui fait que quand ils ont annoncé ça en 2007, en février 2008, ils ont annoncé fin 2007 comme quoi ils allaient faire de toute façon un SDK, qu'ils allaient ouvrir le truc pour des apps third party. SDK qui a été publié en 2008. La situation à cette époque-là, 2008, Google annonce Android, sort un écosystème qui est basé sur Java. iOS c'est basé sur Objective-C, qui est une version un C croisé avec des idées de Smalltalk, parce que voilà, Alan Kay est passé par là. Et ça vit. Et tout le monde se positionne un peu par rapport à ça. Il y a des gens, par exemple, chez Mono, je ne sais pas si vous voyez, donc Microsoft a une suite qui s'appelle un framework de programmation qui s'appelle .NET. La réimplémentation libre open source s'appelle Mono. Il y a des gens de chez Mono qui font, en fait, ça a l'air super bien, on va prendre cette idée-là et on va fabriquer un framework qui s'appelle Xamarin, qui a été privatisé. C'est probablement le premier vrai framework cross-platform digne de ce nom. Parce que très rapidement, les entreprises disent c'est super pète couille de gérer deux codebases différentes pour faire des apps. Et étant donné qu'on avait à l'époque peut-être 20 ou 25% de part de marché sur Apple, mais des utilisateurs qui sont premium et qui payent cher, et 80% des utilisateurs qui sont sur Android, ok, ils ne payent pas grand-chose, mais 80% c'est quand même beaucoup à passer à côté. Donc il faut chaque fois maintenir deux codebases différentes, dans des langages qui sont très différents, avec des SDK derrière qui sont très différents. Pouvoir faire qu'une seule codebase, ça serait vraiment, vraiment très intéressant. Et il y a plein de gens qui tentent ça, qui font des approches hybrides basées sur des WebView, font du HTML et du JavaScript, qu'ils aillent packager quelque part comme ça dans un truc natif. Ça donne généralement des résultats très bof. Toujours est-il qu'on est 5 ans plus tard. Ces langages-là commencent à être vieux. Python est devenu un des plus gros langages du monde. Commence à montrer comme quoi il y a moyen de coder et que ça soit sympa, contrairement à du Java ou de l'Objective-C ou d'autres trucs plus verbeux, plus lourds, plus... Ouais, merci. Et donc, ils font une nouvelle mise à jour de leur SDK, respectivement en 2014-2016, où Google commence à dire, OK, on va fournir un truc qui s'appelle Kotlin, qui est un langage un peu moins verbeux que Java, et du côté d'Apple, on a Swift qui débarque.
À la même époque, Facebook reconnaît qu'avoir tout misé sur le web et pas sur le natif était une grave erreur. Et eux, ils ont aussi une stack pour le web qui s'appelle React, et tout un écosystème qu'il y a autour. Et tiens, si on portait React et qu'on essayait de le faire en native. Et donc, quand ils appellent React Native, c'est globalement du JavaScript bundlé, avec une VM JavaScript, etc., dans une app. Donc ça reste un monstre. Le problème, c'est qu'ils ont eu des gros problèmes. Enfin, le problème, c'est principalement au niveau des perfs. C'est des apps qui étaient sluggish, qui étaient lentes, etc. Et on a beau optimiser du JavaScript, ça reste une VM sur un processeur ARM encore pas super puissant à l'époque, etc. Donc ils font toute une série de hacks complètement dingues où ils commencent à mapper les widgets React qui sont décrits en HTML, en JavaScript, avec des composants natifs, etc. Bref, la grande promesse de React Native était de pouvoir faire de la même code base entre du web et du native GSM. Cette promesse n'a jamais été réalisée. Et puis Google vers, je sais plus si c'était 2013-2014, sort Dart, qui est un nouveau langage, peut-être d'une team obscure dans Google, etc. Ils essayent de faire du web, ça marche pas vraiment. Et puis quelque part, ils se disent, on va réinventer l'écosystème mobile, parce que c'est ce qu'ils font. Et ils sortent Flutter, qui est probablement annoncé largement avant, mais qui est employable à partir de 2018. La version 1.0 commence à être stable dans ces eaux-là. C'est gros disclaimer, tout ce que je vais vous raconter est du a priori. Le code n'a pas été compilé, c'est donc à voir comme du pseudocode. Et les dates et les quantités que je vais vous lâcher sont plus ou moins 10% d'erreur. Hein. Donc voilà. Et donc on a la dernière itération en date qui est donc ce framework Flutter. C'est un framework donc cross-platform avec un langage très moderne, fait par des gens qui savent écrire des langages, contrairement aux gens qui ont fait JavaScript. Et ce genre de choses. Bref. Ok. Histoire de parler un peu justement de popularité, si on prend à partir de 2015, ça c'est un truc de Google Trends. Vous voyez la popularité de React Native qui vraiment perce, réellement employé en prod à partir de 2018. Tout le monde s'y met. Et en fait, à partir de là, il n'y a plus de turning back. Il n'y a plus aucune entreprise qui se dit « Ok, fine, je vais quand même maintenir deux codebases différentes ». React Native a montré qu'il était possible d'avoir des applications professionnelles avec une seule et même codebase unifiée pour deux plateformes. Par exemple, de mémoire, Spotify, l'application Spotify est en React Native, par exemple. Et il y en a beaucoup d'autres, des grosses boîtes professionnelles, etc. Ils ne font pas spécialement deux codebases différentes. Google a donc débarqué beaucoup plus tard, mais la popularité, enfin, il pousse bien et ça permet de rattraper un peu le truc. Ok, donc comme je vous le disais, Flutter est en fait une grosse librairie avec un peu le pattern, etc., mais surtout un ensemble de composants graphiques. Et tout le reste est basé sur un langage qui s'appelle Dart. Donc on va faire un petit tour de Dart. Ensuite, on va parler de comment faire grosso modo les bases d'une app en Flutter. Je vais vous montrer comment layouter des choses. Je vais vous montrer deux, trois choses sympas à ce niveau-là, comment l'UI est décrite. Flutter est vraiment un truc basé sur branché UI. On va parler un peu de tout ce qu'il y a autour, comment l'installer, comment le tester, ce genre de choses. Et puis, si on a le temps, on verra un peu où est-ce qu'on en a, etc. Donc c'est une conf assez simple. C'est aussi la popularité de ça est aussi due au fait que la doc est super bien foutue. L'installation est relativement seamless. Il n'y a pas de grosses difficultés pour prendre en main. Donc ça, j'espère plutôt vous faire une espèce de gros tour de la chose. Et pour vous dire, vraiment, le gros message, c'est fabriquer des apps mobiles. Tout le monde a un GSM, en poche, de nos jours, pratiquement tout le monde. C'est vraiment simple de faire ça. Il y a de toute façon toujours 3000 problèmes pour publier sur les stores, etc. Il y a toujours des petits détails, mais dans les grosses lignes, c'est plus la guerre. On est en 2020 et maintenant, les apps mobiles, contrairement au streaming, ça marche. Bref, c'est basé sur un langage qui s'appelle Dart, et comme dans toute présentation de langage, il faut un Hello World. Vous pouvez constater que la syntaxe est très C-like. À part le print, qui devrait être remplacé par un printf, et il manque le retour à la ligne, c'est techniquement du C, quoi. Bon, ok. Prenons un code un peu plus sérieux. Ça sent le Java, hein. ça sent le Java. Donc, globalement, Dart, c'est du Java qui a été rendu
humain parce que ça emploie des concepts un peu plus modernes, genre il y a des concepts proches des listes comprehension, etc. Et dans le tas, il y a une once de JavaScript parce que quelque part, on doit causer du web et il y a du JSON et donc il faut des types dynamiques, etc. Mais c'est un langage statiquement typé avec un compilateur qui sait optimiser les choses dû au fait que c'est statiquement typé. C'est orienté objet, donc vous pouvez avoir vous pouvez créer des classes qui décrivent des choses, vous pouvez créer des classes abstraites et puis des factories qui créent des classes abstraites et ce genre de choses. Ça, on ne va pas vraiment en parler. Qu'est-ce que vous avez là devant vous? En fait, globalement, c'est un truc qui reçoit une liste, un itérable, pardon, de strings et qui les écrit dans un fichier. C'est ça que ça fait. Mais dans le tas, il y a par exemple du type inference. C'est-à-dire que quand vous déclarez une variable, donc toutes les variables qui sont là-dedans sont typées, vous ne pouvez pas mettre dans la variable file qui a là autre chose que maintenant un type file, même si vous ne l'avez pas déclaré dans un type file. Ça dit c'est variable. Vous avez par exemple aussi, vous pouvez déclarer des consts, et dans ce cas-là, non seulement le type et la valeur sont constantes, vous déclarez ça avec var, le type est constant, et puis après vous avez le type dynamique, qui globalement ne sert que aux interfaces, et il y a quelques autres petites subtilités là-dedans, mais qui ne sert que aux interfaces. Donc quand vous consommez une API qui fournit du JSON, des choses comme ça, vous employez du dynamique. Mais là, bon, file va être de type file. Modify va être probablement une date, un datetime sûrement. Mais donc voilà, c'est plus pratique que juste devoir redéclarer tous les types, etc. Il y a énormément d'inférences de types. Ça supporte du générique. Qui sait ce que c'est du générique? Qui écrit des apps mobiles en fait ici? Ah, quand même. Bon, il y en a quand même 2 ou 3. Qui sait ce que c'est du générique? Des programmation générique? Ok, super. Au moins quelques-uns. Grosso modo, ça permet de n'écrire qu'une seule fonction qui permet de prendre d'autres choses plus larges que ça. Là, ce n'est pas une fonction générique. Là, c'est quelque chose qui prend des types génériques, c'est encore différent. Le langage supporte le générique. C'est un concept extrêmement puissant que vous retrouvez typiquement dans le C++. Ça a un vrai support async. Alors, les implémentations courantes de Dark, étant donné que ça target du JavaScript ou de l'application mobile, etc., n'est pas par défaut multiprocess. Il y a des moyens de lancer des process annexes et de communiquer avec, mais avant tout, c'est un truc monothread. Mais par contre, ça supporte l'async, c'est-à-dire que vous avez l'illusion de faire différentes choses en même temps, ce qui vous permet de rendre votre UI assez réactive, enfin avec peu de latence de rendu. Réactive n'est pas le bon terme pour ça, mais c'est un support async qui marche. Pour ceux qui ont déjà fait de l'async en Python, c'est généralement assez dur à débugger. Ça part. C'est vraiment bien foutu. Ça ressemble beaucoup plus à l'approche async qu'a fait C#. Ouais, c'est à peu près tout. Ça supporte des exceptions. Les forts sont sympas. Il y a différents types de forts. Par exemple, là, vous avez un for qui est dans une itération, mais vous pouvez faire le for C-like avec déclaration d'une variable, genre un compteur, INTI égale 0, et puis vous itérez là-dessus, et des choses comme ça. Donc, de nouveau, vous savez après... n'hésitez pas à m'interrompre. Allez, vas-y. Je peux expliquer un peu le concept des async, bien sûr. Donc l'idée, grosso modo, c'est... Merde. Je n'ai plus qu'une demi-craie. Donc l'idée, grosso modo, c'est que vous avez certaines opérations qui sont bloquantes. Par exemple, les opérations I/O. Vous essayez de lire, de lire un fichier. Quelque part, ça va faire une interrupt software vers l'OS. Et l'OS va faire des choses. Et une fois que... on va dire, ici. Et une fois que la data est faite, il va revenir avec un résultat. Et pendant ce temps-là, le thread, l'exécution côté user space, donc c'est-à-dire le programme, va être bloqué. S'il y a un événement utilisateur qui arrive pendant ce moment-là, merci. S'il y a un événement utilisateur qui arrive pendant ce moment-là, du genre quelqu'un clique sur un bouton, du genre il y a un... Ça va? Oui, ça va, c'est juste... je vais faire ça. D'accord. Ça va hang pour l'utilisateur. C'est vraiment pas pratique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dire, OK, je vais rendre
le truc. Ici, quelque chose d'autre peut s'exécuter, à un autre endroit dans le code, et une fois ça s'est retourné, donc imaginons que je mets ça dans une variable s, et puis que j'ai envie de print, c'est-à-dire afficher la valeur, je print s, quelque chose d'autre peut se passer ici. Ça, c'est l'objectif d'un point de vue programmation. Comment c'est implémenté? Très intéressant. Grosso modo, il y a quelque part une event loop. Alors, ok, pour un fichier, ça peut être très rapide, c'est peut-être pas le plus utile, mais il faut penser call réseau, quoi. Vous êtes en train de faire un post ou un get sur du web, potentiellement, ça prend 3 secondes. Et potentiellement, pour 3 secondes pour l'utilisateur, c'est très long. Comment c'est implémenté? Donc, il y a simplement une event loop, c'est ça, qui a des espèces de petites tâches. Et potentiellement, ces tâches sont prêtes à être exécutées, donc c'est un scheduler. Hein. Potentiellement, ces tâches sont prêtes à exécuter, ou potentiellement, il faut attendre pour quelque chose. Et chaque fois que vous employez ce keyword qui dit await, là, vous savez que l'exécution de cette fonction va, comme si elle s'arrêtait à cet endroit-là. Une tâche va être schedulée au bout de une tâche va être ajoutée au bout de la queue du scheduler pour dire reprends en dessous le code, et une autre qui est, celle-là, ils attendent encore, je sais pas moi, de l'IO, celui-là, ils attendent maintenant du réseau, peu importe, celle-là, elle est prête, hop, l'exécution va passer à celui-ci. Et puis une fois que celle-là va refaire await pour autre chose, ou imaginons que la fonction return est finie, etc., eh ben, il va reprendre une autre si elle est prête. Et s'il n'y a rien à faire, il va juste attendre. C'est rarement le cas. Vous voyez, en fait, là-haut, il y a un truc qui s'appelle futur. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça, c'est super important. C'est grosso modo, ça dit que ça ne retourne pas un résultat, bien que là, ça ne retourne pas de résultat parce que c'est void, mais ça pourrait être un INT ou quoi que ce soit. Et le futur dit que c'est un résultat qui va arriver. Tu retournes une promesse de résultat plus qu'un résultat en lui-même. Et une promesse, c'est await, mettre await quelque chose. Par exemple, file.create, ici, la signature de la fonction va être un futur. Et quand vous le await, vous bloquez l'exécution de ce bout de code-là jusqu'à ce que le résultat soit disponible, et puis le résultat est popé de la future. Ce qui fait que, enfin bref, sans rentrer dans les détails. Est-ce que ça répond à la question? Voilà. Hop. Pour compiler ça, c'est ultra simple. Vous pouvez l'interpréter. Donc Dart vient avec une VM just-in-time. Je ne connais pas toutes les caractéristiques, mais c'est optimisé. Vous pouvez donc directement filer un fichier .dart qui contient du code et ça l'exécute. Vous pouvez aussi le compiler en natif. Et c'est cool parce que la cross-compilation est vraiment bien supportée. Donc il n'y a pas de toolchain à installer complexe ou quoi que ce soit. Si vous voulez le compiler vers de la RM, donc a priori l'exécuter sur un smartphone, alors que vous êtes sur x86, c'est la même commande. Et aussi vous pouvez le transpiler en JS parce qu'il y a certaines personnes qui sont masochistes. Au niveau de la lib, je ne peux que recommander de lire le cookbook de Flutter, avant qu'on rentre vraiment maintenant dans les détails. Sinon, évidemment, il y a l'entièreté de l'API. C'est très nouveau, c'est fort logique Java. Vous avez une documentation énorme et super bien construite. Pour la partie Flutter en tant que telle, parce que donc là, vous avez le deuxième lien, c'est l'API de Dart, c'est un peu plus brut. Mais la partie Flutter, toutes les pages de tous les widgets, ça va être les bases des éléments graphiques, toutes les pages de tous les widgets, vous avez une vidéo de tutoriel YouTube sur comment l'employer. Vous avez des exemples de code, vous avez une description complète de son API. Et en plus, dans le cookbook, pour tous les concepts du genre fabriquer un formulaire, fabriquer une petite animation, etc., faire du testing, vous avez des pages spécifiques qui ne vous expliquent pas comment faire. C'est vraiment nickel. Il y a moyen de produire une app mobile en quelques heures. Hein. Je veux dire, je déconne pas là-dedans. Entre l'install et ça tourne sur un smartphone, sur votre smartphone dans votre poche, ça peut prendre juste quelques heures. C'est plus besoin de se battre pendant 2 plombes. Bon, bref. Ok, les apps mobiles, l'idée, c'est fabriquer de l'UI. C'est rarement des trucs particulièrement complexes. Il y a toujours un back-end quelque part sur un serveur, sur Mothership. Mais ce qui est important, c'est que pour l'utilisateur, ça soit beau, rapide, seamless, engageant, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai été prendre un screenshot sur Internet et fabriquer ce genre de choses n'est pas très compliqué.
mais pas spécialement fort intuitive. Donc comment ça marche d'un point de vue layout? Le problème principal que vous avez, c'est qu'aucune des choses là-dedans n'est fixe. Les smartphones ont des tailles d'écran différentes, tant en hauteur qu'en largeur, et vous voulez qu'en fait l'app grossisse. Par exemple, ok, comment vais-je faire? Hop, 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 hop. Par exemple, quand vous avez votre app ici, clairement il y a une partie centrale dans ce truc. Cette partie-ci, si l'écran est 2 fois plus large, cette partie-ci va rester constante, c'est peut-être 15 pixels, et c'est cette partie-ci qui va s'ajuster. Ça va grossir sur le truc. Si vous agrandissez de plus de 100 pixels vers la droite, c'est clairement pas cette partie-ci qui va s'agrandir de 100 pixels. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est décrire où est-ce que sont vos contraintes là-dedans. Est-ce que vous allez taper l'espace au-dessus et en dessous de manière égale et maintenir, par exemple, le truc du milieu plus ou moins centré sur l'écran de l'utilisateur? Et qu'est-ce qui va s'agrandir et qu'est-ce qui va se rétrécir? Et donc, pour ça, vous devez décrire les contraintes de votre UI. Donc, comment c'est fait? Je vais vous faire la version simple. Comment c'est fait? Vous avez 4 widgets de composition. Vous avez globalement là-dedans, alors là ça devient vraiment subjectif, il y a peut-être d'autres manières de le faire, mais vous avez globalement là-dedans une colonne, c'est-à-dire un truc qui vient ici et qui contient des éléments stackés verticalement. Vous n'avez rien qui, à part le statut dans le fond qui dépasse un peu sur le côté ici, vous n'avez rien qui dévie à cette règle. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une première cellule. Vous devez vous dire que vous devez mettre des lignes là-dedans pour décrire chaque élément. Et les éléments ne peuvent jamais crosser une ligne sur le côté ou autre. Et vous allez dire là-dedans, bah, tiens, on va mettre un bouton ici, par exemple, c'est le back button. Vous allez mettre un widget ici qui va s'étendre. On va l'appeler un extender. Et puis, vous allez vous mettre ici 2 autres boutons. Il sera le bouton de cast, je pense, et le search sur le truc. Ce qui fait que si vous allez, par exemple, l'agrandir comme ça en largeur, le gros de la place viendra d'ici. Le bouton back sera toujours à taille fixe par rapport au bord gauche, et les 2 boutons cast et search seront toujours collés sur la droite. Des questions? Super. Continuons. Vous avez clairement ici un espace fixe au-dessus, et puis un texte. Il y a quelque part ici un bord de ce truc blanc dont je ne sais pas vraiment le nom au milieu, je ne sais pas mon contenu. Et puis du texte. Et quelque part, vous avez ici une espèce de ligne, de ligne grise, mais qui ne va pas exactement jusqu'au bord. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un container qui va contenir le texte, qui va dire le padding qu'il y a entre, l'espace qu'il y a ici et ici. Et vous avez aussi du margin qui va décrire l'espace qu'il y a à l'extérieur du container. Pour tous ceux qui ont fait du HTML, ça ressemble très très fort au FlexGrid. Ok, là je... Ouais, d'autres personnes voient ou pas? Flex, ça ressemble très fort au du Flex. Donc, pour répéter, c'est au niveau des containers. Des containers, c'est un des 4 trucs que je parlais tout à l'heure. Vous avez des colonnes, des lignes, des containers qui contiennent des choses, et il y en a un 4e qu'on va aborder tout de suite. Et donc, les containers contiennent un élément, par exemple du texte, et peuvent globalement décrire de l'espace qu'il y a autour d'eux, qu'on va appeler la marge, et de l'espace qu'il y a à l'intérieur d'eux, qu'on va appeler le padding. Les colonnes contiennent globalement une série d'éléments qui sont alignés verticalement, et les lignes contiennent une série d'éléments qui sont alignés horizontalement. Yes? Ouais, mais tu peux dire à Hyperflow que c'est un connard. Ça tombe bien, je compte parler du streaming après. Bref. Ok, donc, ça c'est une colonne par exemple. Et ce que je vous dis, là on a 4 widgets alignés ensemble. Ça c'est une row. Est-ce que vous savez lire ça? Tout le monde, correctement? Ouais, désolé pour l'arrière.
Ok, mais vous vous rendez bien compte que quelque part, il y a une superposition. Il y a largement une image de background qui est en dessous du bouton cast, en dessous du texte getting outside. Si le texte getting outside était getting outside, ça serait en superposition par rapport à ça. Et donc, il existe ce fameux quatrième widget qui est le quatrième widget de layouting classique, qui est une stack, qui est en fait la version 3D. Donc là, il faut voir ça comme un écran de GSM 3D. Et donc, vous pouvez mettre des stacks qui sont superposition widget en plan. Et mes compétences de 3D s'arrêtent là. Donc voilà, il y a moyen de stacker des widgets sur la hauteur. Et là, quelque part, vous allez construire d'abord la première couche de la stack qui sera un container contenant une image de background, suivi d'une deuxième couche de stack qui contiendra la colonne, dont le premier élément sera une ligne, etc., etc. Donc grosso modo, en fait, ce que je viens de décrire, c'est un arbre. Quelque part... Ah tiens, j'avais fait un bottom statue. Oui, au fait, c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment parlé, mais il y a ça aussi. Donc quelque part, vous avez d'abord une grosse colonne qui contient cet élément-là et celui-ci, qui est encore moyen de diviser, qui contient donc une ligne avec cette première cellule-là, cette deuxième cellule-là, et puis cette troisième cellule-là. Par exemple, cette deuxième cellule-là contient une colonne qui contient la première ligne de texte, la deuxième ligne de texte. Okay, c'est très récursif comme truc. Donc voilà, vous avez d'abord une colonne qui contient donc une stack pour la partie supérieure, une bottom status pour la partie inférieure. Cette stack contient l'image de background et une colonne qui contient elle-même une ligne, ça c'est la première ligne, qui contient le back button, un expander, le cast button et le search button. Je n'ai pas tout mis parce que c'est des arbres qui peuvent... Yes. Si on retourne d'un slide précédent. Yes. Je veux juste savoir, parce que parfois, les textes, ça bouge aussi, ça va de gauche à droite, parfois ça fait ces effets-là. Quel genre de... Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire bouger ces choses? Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut voir. Donc, quand tu parles de ça bouge de gauche à droite, tu parles de le sens de lecture? Ouais. Sens de lecture, c'est une seule propriété à mettre sur le widget si tu veux le gauche à droite ou droite à gauche. Non, pardon, je veux dire, genre, par exemple, si tu vas sur Spotify et que tu mets une chanson, parfois, vu que la taille du titre est extrêmement grande, Ah, ok, ça c'est clairement pas une question. Ça c'est clairement pas une question facile. Clairement, tu dois faire une animation quelque part et décaler le truc. Tu as des widgets pour ça et généralement tu le codes toi-même parce que tu n'es pas super fan du fading ou de la vitesse des défilements, etc. C'est clairement un comportement avancé. Ce que tu fais quand tu veux aller vite et shipper ton app, c'est que tu fais une ellipsis, c'est-à-dire que tu tronques la fin et tu mets 3 petits points. Ça où tu peux faire du retour à la ligne aussi. Chaque élément de la colonne peut avoir une taille variable, tu peux les rendre fixes, mais tu peux largement laisser le texte flow et faire du multiligne. Ça marche aussi. Généralement, c'est moche. Donc. Mais ouais. Je suspecte que ouais, y a des libs pour ça. Mais justement, on va y arriver. Attends, laissons juste. Donc, tout le monde voit comment dériver d'un truc comme ça, comment dériver un widget tree. Yes. En code, en gros, c'est plutôt un style qui ressemble à du déclaratif. Pour ceux qui ont déjà fait des apps mobiles avec autre chose que React Native ou Flutter, généralement, spécialement sur Android, l'UI est décrite en XML. Ça, c'est fini. C'est cool. Ça, c'est du code. Ce qui fait que donc, vous décrivez ces objets. Donc, par exemple, une colonne est un objet réel Flutter qui prend une liste de children qui lui-même, ces children sont des widgets eux-mêmes, prennent parfois soit un child, soit des paramètres, soit un ensemble de children, etc., all the way down. Ça permet de faire donc du rendu conditionnel. C'est-à-dire que quand vous travaillez cet arbre, imaginons par exemple que le texte getting outside ne doit s'afficher que dans certains cas, rien n'empêche de mettre un opérateur ternaire et de faire une condition, point d'interrogation, un premier widget, deux points, un deuxième widget. Cet opérateur-là est opérateur ternaire de bla, if, ça, else, that en Python. Et ça permet en fait quand vous faites un rendu d'arbre, vous pouvez adapter le comportement avec le même code. Vous n'êtes pas obligé de tout dupliquer non plus. Et vous pouvez faire des listes directement dedans. Bon, ça commence à être trash, s'il vous plaît, tapez-les au-dessus, etc. Bon. On va voir comment on intègre ça dans une app un peu plus large. Mais parlons d'abord des callbacks.
Ces widgets, généralement, inévitablement dans le tas, par exemple ici, je ne sais pas si j'en ai mis un. Ouais, inévitablement, par exemple, dans le tas, il y a un cast button. Bon, ça, c'est un button, quelque part. Ça va générer un callback. Sous Flutter, la manière de faire est usuellement de taper un événement onTap, et ça prend une fonction, et ça va appeler du code qui va modifier l'état, puis recaster un rendu. Ça semble très très fort à React à ce niveau-là. Si c'est un input, généralement ça génère un callback onChange. Il y en a moult autres, LongPress, etc. Tout est supporté. Et si c'est un widget qui n'est pas un truc avec lequel les gens interagissent d'habitude, il existe un super widget qui s'appelle le Gesture Detector qui permet en fait de tout faire, détecter des slides, détecter des presses, etc. Et vous pouvez l'encapsuler autour de n'importe quelle partie de votre tree de widget. Et là, soudain, c'est des trucs qui pourraient être graphiques et en fait se transforment maintenant en bouton, en truc avec lequel l'utilisateur peut interagir. Un exemple concret. Imaginons que je cherche à fabriquer un widget qui est un texte avec un background. Ça, c'est clairement un truc qui existe déjà dans la lib. C'est juste pour l'exemple. Ça ne sert à rien de le coder soi-même. Donc, vous avez là... en fait, on voit la souris? Non. Tant pis. Non, laisse tomber. Ah oui. Mais donc, voilà. Les widgets sont donc des classes qui héritent de stateless widgets. Ce n'est pas le seul, mais dans ce cas-ci, on va dire qu'ils héritent de stateless widgets, dans lequel vous instanciez avec des propriétés. En Dart, il y a des valeurs par défaut. Quand les valeurs du constructeur sont entre accolades, c'est parce que c'est des trucs optionnels. Et donc là, vous avez une classe, donc comme en Java, vous avez des variables internes. Tout ce qui compte, c'est d'override la méthode build. Et la méthode build, c'est ça qui va générer la partie du tree à partir de ce widget-là. Ce widget est inclus dans l'arbre de ses parents, et lui-même, quand il va être build, il va générer ses enfants, et tout ça va être mergé gentiment par le runtime de Flutter. Et donc là, par exemple, vous avez le build, et il va retourner un container. Donc un container, c'est un truc pour taper du padding, entre autres du padding, du merging, etc., pour un sous-élément, et aussi de la décoration des images de background, des borders ou des trucs comme ça. C'est l'équivalent de div en HTML. Et ça va contenir, ici dans ce cas-ci, un child qui s'appelle text, qui va contenir le texte. Tout va bien? Build, c'est l'équivalent de render. Yes. Ok, bon, on va sortir un peu du code pour l'instant. Pour installer, il y a juste besoin du SDK Flutter. En plus, il n'y a même pas besoin d'installer le SDK Dart ou whatever, c'est contenu dedans. Pour exécuter l'app à partir du moment où vous êtes dans le dossier de ça, vous employez juste, il y a un exécutable qui s'appelle Flutter qui permet de tout faire, il y a Create Project, il y a Run pour l'exécuter localement, il y a Build pour générer les APK ou les PKG pour ça. Et il n'y a pas besoin d'Android Studio. Donc c'est un tool Google, mais il n'y a pas besoin de supporter cette chose. Il y a besoin d'Android Tools. Pour ceux qui font du Docker, pour ceux qui ne font pas du Docker, vous allez découvrir gentiment ce que c'est. L'URL qui est là, c'est une recette pour fabriquer des images Docker qui sont Flutter enabled, donc ça contient grosso modo du bash. Vous avez tous les steps pour installer ça localement, ça contient littéralement, je vous le montrerai bien sur... bon, bref, ça contient littéralement 10 lignes de code, quoi. Vous clonez le repository Flutter. Il y a 2-3 trucs à activer, il faut accepter la licence Android, il y a moyen de le faire, etc. Voilà. Bon, inévitablement, tout n'est pas dans la lib. Il y a moyen d'avoir des packages third party. Imaginons par exemple que vous voulez rajouter une carte, parce que c'est un truc très courant, vous êtes sur smartphone, vous voulez présenter des données géographiques. Vous allez sur ce site qui s'appelle pub.dev. Et ça, c'est l'équivalent de NPM, c'est l'équivalent de PyPy, c'est l'équivalent de, je ne sais pas comment s'appelle le repository de Java. Voilà. C'est un repository, c'est l'équivalent de Cargo. Cargo? Non, c'est pas Cargo. Cargo, c'est le logiciel pour gérer ça sur Rust. Peu importe. C'est donc un repository de package. Tout le monde peut publier là-dessus, donc vérifiez que ce que vous installez, c'est de la qualité. Vous avez des métriques à côté, là, pour vous donner une idée de la qualité que c'est. Et ça, c'est très facile. Vous avez une ligne de commande pour ça, et vous avez généralement dans la suite comment l'installer.
Flutter gère toutes les dépendances lui-même. Si vous refaites un Flutter run juste après, ça va tout synchroniser, mettre à jour, etc. D'un point de vue philosophie, Flutter est fort proche de... il vaut mieux des librairies qui soient... Déjà, le SDK en lui-même est super bien fourni. Le SDK du langage est super bien fourni. Et ils sont plutôt de l'école de il vaut mieux avoir très peu de dépendances et des grosses deps plutôt que plein de milliers de deps de très petites choses. Donc ils sont plutôt dans le camp Python que dans le camp JavaScript en termes de gestion des dépendances et gestion des projets. Et finalement, avant de revenir à coder de l'app, faites des tests. Flutter est super bon pour écrire facilement des tests, il n'y a pas besoin de third party, etc. Il y a un super package pour faire du mock, dès que vous cherchez à faire des choses un peu complexes. Par rapport à toute la doc que j'ai vu, le seul gros conseil que je vais vous donner là-dessus, de nouveau, il y a tout un chapitre sur le cookbook sur comment tester, donc c'est juste faites-le, n'attendez pas d'avoir 10 000 lignes de code pour commencer à tester, c'est trop tard. Employez directement Pump and Settle. Vous ne savez pas ce que c'est pas grave, retenez qu'il faut employer ça. Typiquement, dans cet exemple-là, ça emploie Pump Widget. Employez directement Pump and Settle. Ça vous évite plein de prises de tête par la suite. Mais donc voilà, comment écrire un test assez simple. Vous écrivez un nouveau main quelque part, vous aurez un main de votre app principale, et puis vous aurez à chaque fois, pour chaque test suite, un main. Vous déclarez la test suite avec une fonction qui s'appelle testWidget, qui prend une fonction en paramètre, et la fonction en paramètre, c'est votre test réel. Vous calculez, dans ce cas-ci, c'est plutôt un unit test. Vous calculez un rendu. Il y a un concept qui s'appelle un finder qui permet de trouver un widget dans la hiérarchie de widgets que ce truc génère. Et puis après, vous pouvez asserter un ensemble de choses sur l'état des choses. Et puis, si vous voulez, par exemple, dans le Finder, je peux simuler un clic, regarder comment le widget réagit, et puis asserter son état a posteriori. C'est grosso modo comme ça que les tests système et les tests et les unit tests sont gérés. Il y a un autre mécanisme de testing qui s'appelle le test driver, qui permet carrément de lancer l'app de manière instrumentée et virtuelle, et donc d'avoir vraiment le calcul, ça c'est plutôt du test d'intégration, à faire probablement plus tard. Quand vous développez, faites du system test ou de l'unit test. Unit test, c'est si vous en avez besoin. System test, c'est obligatoire. Et integration test, c'est à la fin. Right. Bon. Revenons à du code, parce que c'est beaucoup plus drôle. Et on va accélérer un peu, parce que malheureusement, il est déjà 10 heures. Bref, on a un widget, c'est cool, il affiche des choses. Mais si maintenant, on veut stocker un état, c'est là où c'est bien vraiment, vraiment cool. Quand vous avez des choses simples, vous pouvez garder votre état local dans un widget, ce qu'on appelle un stateful widget. Si vous vous souvenez, par exemple, le dernier que je vous ai montré, c'est un stateless widget. Ce truc n'est rendu qu'une seule fois. C'est normal, à partir du moment où il est instancié, de toute façon, si on recalcule le rendu une deuxième fois, ça sera exactement la même chose. C'est ça le concept d'un stateless widget. Celui-ci, il est stateful, c'est-à-dire que le texte qui est ici fait appel à une référence qui est définie dans son state, qui est là, int count égale 1. Et si je le rends, potentiellement, je fais un rendu plus tard, et que cette variable a changé, alors dans ce cas-là, le rendu va être différent. Donc potentiellement, il doit être rendu plusieurs fois. Comment ce mécanisme fonctionne? Pour ceux qui ont déjà fait du React, c'est super proche. La syntaxe est un peu différente. Vous pouvez négliger les 4 premières lignes de code sans compter le white line. Les 4 premières lignes de code pour l'instant, spécialement qu'il y a une erreur de copy-paste. C'est pas const bird, c'est const counter button. J'aurais dû modifier ça. Et donc bon, ce truc déclare en fait un widget et son state. Et ce qui se passe en fait, c'est que en interne, Flutter va faire le changement, le swap du widget en lui-même, mais le state va être constant pendant toute la durée de vie de l'affichage. Si après la vue est swappée, le state va être détruit, il pourrait potentiellement être recréé plus tard dans l'app. Mais si le widget est toujours affiché, même s'il est rafraîchi, c'est la première partie qui va changer, pas la deuxième. La deuxième est un objet qui reste en mémoire du GSM tant qu'il est affiché. Et ce truc va donc contenir une série de variables, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et vous avez une fonction qui s'appelle setState,
qui grosso modo a l'autorisation de modifier les variables en interne dans le widget, qui est donc son state. Et il n'y a que elle. Ne faites jamais ça depuis une autre fonction. Ne faites spécialement pas ça depuis la méthode build. Là. Et cette state va non seulement modifier le truc, et puis va rajouter en fait dans cette magnifique event loop, va rajouter une petite tâche qui dit « Hey, s'il vous plaît, recalcule un rendu quand tu as le temps ». Et puis la méthode build va être réappelée, mais de manière async, c'est-à-dire plus tard. Et un nouveau rendu va être calculé. Et dans la hiérarchie widget qui va être affichée, l'ancien widget va être backé et le nouveau widget va être greffé à la place. C'est ça le concept. Cette approche fonctionne quand vous avez des states très simples, quand vous avez des states locaux, c'est-à-dire que ça peut être une app très compliquée, mais si par exemple c'est juste stocker la valeur d'un champ autour d'un widget input, c'est très bien employer des stateful widgets. Si c'est stocker justement la valeur par exemple d'une animation, la frame d'une animation, ça marche aussi. Et comment vous appelez typiquement la valeur increase qui appelle le state? Vous voyez, là, vous avez un callback d'un untap. Donc, grosso modo, là, ce que ça va calculer une colonne, c'est-à-dire 2 widgets alignés verticalement. Le premier, ça va être un texte. Le deuxième, ça va être un bouton. Et quand l'utilisateur appuie sur le bouton, le truc va être rafraîchi et ça affichera un texte qui contient count is 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la première manière. Évidemment, commencez par ça. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous vous rendez compte que ça scale mal. Quand vous avez des hiérarchies de widgets avec 40, 50 niveaux de profondeur, et que c'est le widget 10 niveaux en dessous qui doit commencer à modifier le state du widget 10 niveaux au-dessus, etc., ça craint. Donc le niveau d'après, au niveau de state management, ça s'appelle des inherited widgets. Je pourrais vous expliquer d'où vient le nom, mais c'est peu intéressant. Et l'idée, en fait, c'est un truc que je ne vous ai pas parlé. Le graphe que vous avez là, c'est le graphe des build contextes. Vous observez que chaque fois que vous avez un build, vous recevez un contexte. Et ça, grosso modo, ce contexte encode une série d'informations, et notamment la position du widget dans son arbre. Typiquement, le contexte a toujours un pointeur vers son parent. Et le parent a lui-même reçu un contexte à un moment avec un lien vers son propre parent et ainsi de suite. All the way jusqu'à le root. Et donc les contextes peuvent être en parallèle, ce qui fait que par exemple, texte ici, son contexte qui est donc le truc jaune, il a accès au contexte vert, au contexte bleu, au contexte rouge, et puis je ne sais pas très bien, gris, et puis jaune. Mais par exemple, texte ne peut pas avoir accès à ce contexte-là. C'est pas comme ça que ça marche. Techniquement, enfin, c'est compliqué, mais c'est pas comme ça que vous devez l'employer. Et vous pouvez juste remonter en haut. Donc imaginons maintenant que vous avez, je sais pas moi, une app qui a un utilisateur. Et ça serait bien que l'entièreté des widgets très, très rapidement puissent pouvoir afficher le nom de l'utilisateur n'importe où, que ce soit dans un texte en bas du menu settings, que ce soit dans la navbar, dans une autre partie de l'app, etc. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites un stateful widget, techniquement ça s'appelle une inherited widget, assez haut dans la hiérarchie, qui va maintenir ce state utilisateur. Et il existe 2-3 fonctions helper pour que les widgets d'en dessous puissent remonter en fait la hiérarchie de contexte, avoir accès à cette information-là et l'employer. Et donc, par exemple, si ce texte-ci voulait afficher le nom de l'utilisateur qui est stocké dans MyApp tout en haut, par exemple, il pourrait, c'est assez simple. Qu'est-ce qui se passe si, justement, vu que c'est un state, ça peut évoluer, qu'est-ce qui se passe si MyApp modifie, pour une raison arbitraire, le gars se renomme et il change le nom d'utilisateur? Comment on rafraîchit tout? On pourrait reconstruire tout l'arbre, ce qui est extrêmement coûteux. C'est pas la logique, on est dans une optique de performance. Et donc, en fait, ces méthodes de widget hérité viennent avec un helper qui enregistre un listener et un truc qui notifie les trucs chaque fois qu'on y accède. Et donc, comme texte va accéder, par exemple, à username, quelque part, la librairie Flutter va garder en mémoire que ce widget-là est enregistré à ce state-là, et dès que le state va changer, uniquement ce widget-là va être en queue dans le rendu encore. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est typiquement à employer pour des informations de thème. Vous voulez faire une app qui contienne dark mode et light mode, c'est idéal, employez ça.
vous voulez faire une app qui, justement, contienne un nom d'utilisateur et exposer l'utilisateur à l'entièreté du tree, employez ça. Et puis, finalement, justement, Florentin, si tu nous entends, nous allons parler de stream. Ce qu'il faut en fait savoir, c'est que la logique de ce qu'il a raconté tout à l'heure, de dire ne restez pas trop longtemps avec un truc orienté state, stateful, du genre une DB dans une brasserie qui est synchronisée avec une DB, etc. Et ayez directement l'approche stream. La grosse erreur, c'est que les gens attendent trop longtemps. Clairement, il a raison, c'est normal de commencer avec une Django, un backend Django qui est écrit dans une DB, etc. Mais généralement, les gens attendent que ce soit beaucoup trop tard avant de se dire en fait, ça scale pas assez bien, il faut que je passe à plus puissant. N'hésitez pas, clairement, commencer par du stateful widget et du inherited widget, et puis après, envisager les block patterns. Ce qui est grosso modo ce qu'il a répondu, mais à l'échelle d'une app. Il existe en Dart un concept qui est donc les streams. Il y a moyen de faire des streams, transform, etc. Ça, je ne vais absolument pas expliquer. Et tous les widgets qui veulent peuvent s'enregistrer à ce stream. Et il existe un widget qui s'appelle le stream builder, où chaque fois que la valeur du stream change, le widget est re-rendu, ou il recalcule une partie de son affichage. Imaginons par exemple que vous avez... une app qui contient un shopping cart. Et où, en fait, le state n'est pas qu'un truc read-only qui se propage vers le bas, du genre le nom d'utilisateur ou le type de thème qui est affiché en ce moment, mais plus un truc où il y a des vraies méthodes dessus, genre ajoute un article dedans, supprime un article dedans, etc. Et que vous devez propager ça, par exemple, dans le bouton en haut à droite de l'UI qui contient le nombre d'articles qu'il y a dans le shopping cart et aussi un autre widget qui est quelque part elle n'a rien à voir dans cette partie-là, qui contient aussi le total du shopping cart et quelque part là, la liste du contenu du shopping cart, employé du block pattern. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Ça paraît complexe, ça ne l'est pas, et n'attendez pas trop tard avant de passer à ça. Donc, pour résumer, les trois grandes méthodes pour faire du state management en Flutter. Stateful widget, quand vous avez des states extrêmement locaux, pensez garder un mot de passe autour d'un input field ou des trucs comme ça. Dès que le state doit passer un widget en dessous, c'est généralement pas bon. Inherited widget, quand vous avez des states qui sont très haut dans la hiérarchie et qui sont plus ou moins read-only, c'est nickel. Et dès que vous avez des comportements avancés du genre ajouter des articles sur un truc ou ça, du block pattern. Et ça, c'est à peu près la deuxième grosse chose qu'il y avait à savoir sur Flutter, c'est comment faire de l'UI et comment gérer le state. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez brancher sur des questions plus larges, etc., n'hésitez pas. Merci. Yes. Comment on fait pour ramener l'animation Alors, grosso modo, il existe des contrôleurs. Donc en gros, l'idée, c'est cette histoire de block pattern. Quand je parle de ça permet la séparation du state et de l'UI, c'est grosso modo, ça enable un pattern architectural qui s'appelle du MVC, Model View Controller. Le modèle, on ne va pas en parler, c'est les data qui viennent du backend, etc. Ce qui compte, en fait, c'est le view, qui est donc des widget trees, et des contrôleurs qui sont ces fameux objets. En fait, Flutter vient avec son lot de contrôleurs déjà de base. Et il existe des animation controllers. Vous faites des stateful widgets. De ça, le build en fait va calculer le rendu sur base d'une espèce de ticker qui est un INT, la position dans l'animation, grosso modo. Et ça doit être un truc qui doit être relativement stateless. En maths, je vais le faire en maths. Ce que vous avez besoin en fait de définir, ça va être dans votre fonction build. Imaginons que on est en high level. Vous recevez la position, la position T. Je sais pas moi. C'est un truc qui vient par le bas et position T, c'est peut-être je sais pas moi des secondes. Et là vous devez faire apparaître votre widget et juste le monter et il doit se centrer, etc. Et ça, c'est l'animation, c'est un petit truc qui vient comme ça. Et ce que vous devez définir, c'est par exemple, ça va durer 2 secondes.
Et donc, la première à 0,01, il doit être, c'est ce que vous définissez dans votre fonction build, une fonction de translation qui prend t et projette sur je sais pas moi, par exemple le container sur sa marche, quoi. Où est-ce qu'il en est dans le truc. Ça, c'est la première chose, donc c'est assez simple. Et puis quelque part, et ça c'est un stateful widget, hein, je veux dire c'est un state, t est dans le state, et quelque part vous devez définir une fonction qui définit le range t qui doit appliquer, quoi. Il y a quelques autres subtilités du genre comment est-ce qu'il rewind à la fin ou pas, etc. Et tout ça vous déclarez dans un animation controller, et ça vous permet de contrôler l'animation. C'est fort bon chez Math. C'est assez simple à prendre en main, étonnamment. Et il y a énormément de helpers aussi. Hein. Je veux dire, par exemple, faire la translation. Ça, je vous ai présenté la méthode brute, mais derrière, il y a juste qu'à déclarer un translation de 2 secondes et il calcule le reste pour vous. Ça répond à la question. D'autres? Yes? Business Logic Controller. Ouais, c'est state. Okay. Tu dis qu'il ne faut surtout pas modifier le state dans d'autres méthodes de cet objet-là. Est-ce que Dart ou l'écosystème Flutter permettent d'enforcer ça d'une manière ou d'une autre? Non. Okay. Si, il y a des trucs. Il me semble qu'il y a un tool pour Ok, mais le langage ne va pas t'empêcher de le faire. Le langage, non. Okay. Runtime, je pense, oui. Mais don't quote me on that. Je t'avoue que j'ai jamais vraiment... Ah, fuck. S'il vous plaît, non. Yes? Oui, dernière. On ne peut pas utiliser Flickr pour tout ce qui est jeu. C'est juste pour les apps. Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend de tout ce qui est jeu. Déjà, d'une part, clairement, c'est pas leur. Je ne vois rien sur Internet. Ma connaissance des jeux sur smartphone est assez faible. Je ne vois rien sur Internet qui pointe vraiment dans cette direction-là. Je pense que tu as énormément de jeux, genre click and get et des trucs comme ça. C'est largement faisable. C'est très facile en fait, de faire des painter widgets et des trucs comme ça qui permettent de retravailler sur des primitives vectorielles et plus sur des éléments d'UI. Mais je pense que c'est pas spécialement adapté. Je pense qu'avec un moteur 3D conçu pour smartphone, ça doit être beaucoup plus simple. Ma connaissance est malheureusement trop faible pour ça, vraiment te répondre à ce niveau-là. C'est une excellente question dont je n'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est que c'est clairement du code ARM qui est généré. Alors, ça un peu, entre guillemets, la logique Go, donc de faire des fat binaries. Ce qui fait qu'une app Hello World qui affiche juste le texte Hello World en Flutter, t'en as déjà pour 6 mégas. Parce que ça pack grosso modo toute la lib Flutter. C'est potentiellement trimable, mais j'ai jamais vraiment essayé. Et puis après, bon, l'app elle fait 10 000 lignes de code, ça fera 6 mégas 5, quoi, tu vois. Il y a un gros setup cost, et derrière, c'est des opcodes ARM, ou si tu target x86, c'est de l'opcode x86. Donc à mon avis, tu peux attaquer ça avec des tools normaux pour décompiler et analyser ça, et ça doit être prise de tête, quoi. C'est quoi le contexte de cette question ? En fait, le truc, c'est que Java, c'est parce que le langage en lui-même a très peu évolué depuis relativement le début, et qu'il y a des tarés, il y a X années, qui ont mappé toute une série de patterns de bytecode de la JVM vers le code source que c'était, et c'est pour ça, et c'est juste que la structure du bytecode et le compilateur en lui-même ayant virtuellement pas évolué depuis 20 ans,
C'est pour ça que ça fonctionne. Tu pourrais probablement faire le même effort sur le truc, mais derrière, tu as un compilateur qui optimise. Et les optimisations en elles-mêmes, c'est un truc qui pète ça, quoi. Sans parler que probablement il existe aussi des obfuscateurs, mais ça, de nouveau, je connais absolument rien dans le domaine. Ce que je sais, c'est décompiler Enfin, tu peux arriver à de l'assembleur, quoi, mais... Et puis reconnaître des patterns plus high level au niveau code source, c'est tendu en assembleur. Hein. L'assembleur machine, alors que ton Java, ça sera toujours de l'espèce de bytecode exécuté dans une univers. Donc le résultat, c'est pas le même. Ouais, tu peux pas remplacer du bytecode spécifique. C'est ça. Et les SDK, les différents Android 4.3, etc. Est-ce que ça aussi ça? Genre tu dois télécharger genre 4 gigas pour faire de l'UTF sur... Non, tu dois télécharger. Désolé. Ça ressemble à quoi l'expérience de dev? C'est-à-dire, tu peux faire tourner l'app sur ta machine, ça pop dans une fenêtre ou... Ouais. Et l'expérience de debug? Tu peux avoir un shell, tu peux trier quelque chose, tu veux regarder ton tri. Il y a du tooling ou c'est... Ouais, le tooling est extrêmement avancé. Donc, pour répondre aux questions dans l'ordre. Yes. Ok, donc la question est, c'est quoi l'expérience de dev au niveau développement, debug et tooling. Donc, quand tu fais le fameux Flutter Run, c'est un truc qui se connecte à ADB. Généralement, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'émulateur Android est un projet entre guillemets séparé. C'est pas un truc fort intégré entre eux. J'imagine que chez Google, ils ont plein de teams différentes. Et c'est des teams qui ont leur propre tooling. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure d'employer Android Tools et pas Android Studio, Android Tools, c'est un truc CLI, mais pour installer de nouveaux packages, tu as quand même son interface graphique qui vient et qui est différente d'autres choses. Enfin, c'est drôle. L'émulateur Android est un truc de QEMU qui run de l'AVM et tout Android. Ça se connecte à ADB qui tourne sur le Lost. Et tu manages, et c'est une vraie émulation, je veux dire, c'est assez long. Ça bouffe ta batterie si tu es sur batterie. Et puis quand tu fais ton Flutter Run, il se connecte à l'ADB et push le binaire. Et en fait, le binaire, je sais pas trop là-dessus, mais j'imagine qu'il doit être quelque part encapsulé dans un genre de... il doit être instrumenté, quoi. Parce que, par exemple, le hot reload fonctionne comme ça, tu peux le cold reload, le hot reload. Et donc, quand tu es dans ton terminal, tu as tout l'output console de l'app qui est pipé sur Lost. Et dans ton terminal, ça prend de l'input et tu as des commandes de base. Alors, ce tool-là, en fait, fait tourner aussi un petit serveur web, qui est accessible aussi en local. Dans lequel tu as des stats sur tout ce qui est performance, exception, vitesse de rendu, des bugs de la mémoire, ce genre de choses. C'est le cas. L'app est assez instrumentée pour avoir conscience de ces différents states et de ces différents widget trees, mais je t'avoue que j'emploie assez peu ces fonctions-là parce que c'est pas vraiment nécessaire. C'est vraiment assez simple à debug. Il y a pas, tu runs du code avec un peu de testing pour toute la partie, on va dire, justement, contrôleur, data model, etc. et interaction avec le back-end. Tout ça, tu unit test, donc très rapidement sûr de toi. Et puis la partie graphique, c'est dans l'éditeur, tu affiches toutes les exceptions et le reste, tu apprends relativement vite comme ça. Le compilateur, les erreurs qu'il fournit ne sont pas spécialement les plus helpful, mais c'est pas trash.
Clairement, parfois, il va t'emmerder pour des trucs de type qui n'arrivent pas à inférer et que toi, t'es là. Hein? Qu'est-ce que j'en sais, moi, si... tu vois, généralement, les messages liés à des maps génériques et des trucs comme ça sert à rien, c'est useless. C'est pas C++, though. C'est quand même mieux. Voilà. Il y a quand même quelques... Enfin, tu vois, il y a... Vu qu'ils ont la logique de privilégier le... savoir modéliser l'entièreté de leur type system, enfin, de savoir prouver l'entièreté de leur type system pour faire des optimisations de compilation, il y a des trucs, c'est pas aussi flexible que Python. Donc, si tu viens avec la méthode de pensée Python et à vouloir faire des équivalents de métaclasses avec des classes abstraites en Flutter, il y a des trucs qui sont réellement impossibles à décrire et le compilateur t'aide absolument pas à comprendre pourquoi c'est pas possible à décrire. Donc voilà. Et puis tu es là en train, tu vois, il y a des imitations stupides sur les énums par exemple. Et c'est dommage. Voilà. Je pensais plus que c'était genre débugger l'UI. Débugger l'UI n'est absolument pas un problème. Quel est le plus grand projet que vous avez vu réalisé via... Malheureusement, je ne peux pas vraiment parler. Bah, je suis sur une DA. Les plus gros projets que j'ai faits avec Flutter sont des projets professionnels dans lesquels je signe des clauses de confidentialité parce que, et voilà, c'est à la liberté des gens qui me payent de release ça ou autre. Les grosses apps que j'ai gérées, ça reste des trucs assez simples parce qu'en fait, En fait, le truc, c'est que les gens de nos jours fabriquent des business qui sont software as a service, où le gros de l'intelligence est dans le cloud, qui contrôlent, qui sont sur leurs serveurs, ou sur les serveurs de Google ou autre, je veux dire, mais qui sont sur les serveurs. Et le GSM, c'est un terrain hostile. C'est plus ton truc. Une fois que ça arrive sur le GSM, c'est chiant des bugs. C'est chiant à monitorer, ça crache. Parce que tu as plein de versions de l'OS différentes et plein de tailles de GSM avec plein de hardware différents qui ont des bugs subtils, etc. Donc, en gros, tu cherches à faire le plus simple possible sur le GSM. Tu ne déplaces l'intelligence et la complexité sur le GSM que quand tu n'as vraiment pas le choix. Ou tu es suicidaire, je veux dire. Mais la logique, c'est tu maintiens le gros de ta logique sur les serveurs. Ce qui fait que les projets sur les GSM sont en fait relativement simples. C'est de la partie graphique, ça fait des queries, ça stocke quelque part des choses, et puis ça les affiche. Ça prend l'input utilisateur, que ça transforme légèrement, que ça push. C'est un peu ça la logique. C'est toujours du drag and drop pour le UI? Non. Non. Je sais pas, j'ai jamais eu ça, donc... Sur Android Studio, c'est Ouais, mais moi j'emploie pas ça. Pour moi, c'est un gros avantage de ne pas devoir dépendre d'Android Studio. Ouais. Android Studio bouge tout, genre RAM, CPU, tout. Enfin, je sais pas, je vais faire c'est la même. Est-ce que c'est facilement extensible pour des appels natifs, par exemple? Imaginons, tu as un Il y a du FFI, ouais. Ok. Et ça veut dire que tu dois avoir au moins une liste partagée C qui a été expliquée pas, tu sais, finir appelé en Dart. Don't know. Ok. J'imagine, oui. Mon moteur derrière est écrit en C++, si je me souviens bien. Il y a encore des questions? Ouais, il y a encore des questions. Bah, je vous remercie pour votre venue. Et un bon bravo pour cette chose. Ouais, on fait encore. Laissez votre tablette là, parce que les gens. Ouais, on va les désinfecter encore. Allez, avec plaisir.